Moi, j'ai une passion dans la vie que justement j'applique et en vulgarisation, et en enseignement, et en recherche, c'est l'évolution. Et dans ce cadre-là, qui de mieux à citer que le père de l'évolution, à savoir Charles Darwin, qui a fini son ouvrage de l'origine des espèces par cette citation que je vous mets tout d'abord en anglais: "From so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved", et qu'on pourrait traduire ainsi: d'une si simple origine, une multitude infinie de belles et merveilleuses formes ont et continuent à évoluer. Et aujourd'hui, j'ai été invité pour discuter de cette si simple origine. Qu'est-ce que Darwin avait en tête en parlant d'une si simple origine? Je vais vous proposer de se demander à quoi pouvait ressembler l'origine du vivant, de reconstituer finalement le portrait robot de notre ancêtre à tous. Alors, la meilleure procédure pour pouvoir faire ça, je vous invite à le faire, c'est le processus scientifique le plus efficace pour pouvoir dresser le portrait robot du dernier ancêtre commun de tous les êtres vivants. C'est tout simplement de voyager dans le temps. Alors malheureusement, on me dit dans mon oreillette que ce n'est pas possible, et donc il va falloir être un petit peu plus sioux. Et donc, pour pouvoir faire preuve d'un peu plus d'imagination et parvenir à nos fins, je vous propose 3 pistes pour pouvoir reconstituer le portrait de cet ancêtre. Les 3 pistes sont les suivantes. La principale qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la piste des organismes vivants actuels. Comment les organismes vivants actuels vont nous permettre de reconstituer le portrait robot d'un ancêtre. On est à peu près tous capables de le faire en regardant des enfants, etc. On peut se dire, peut-être que le parent avait telle ou telle caractéristique parce qu'on les voit chez des frères et sœurs. C'est ce qu'on va se poser, mais à l'échelle du vivant tout entier. On évoquera aussi la piste des traces fossiles. Est-ce qu'on a des fossiles d'ancêtres très 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 lointains dans le passé? Et enfin, la piste expérimentale. En gros, une piste audacieuse permettant de créer des protoformes de vie en laboratoire. Hop. Donc, pour explorer la première piste, on va encore une fois solliciter notre ami Charles Darwin, qui n'a pas fait que des jolies phrases poétiques. Il s'est posé beaucoup de questions, et notamment, il a été le père, avec Alfred Russel Wallace, d'une compréhension du vivant magistrale en biologie, ce qui est de faire le constat que les espèces évoluent au cours du temps. En fait, ça c'était ni l'un ni l'autre n'ont inventé cette idée, elle était déjà présente, et notamment Lamarck avait eu cette idée que les espèces changent au cours du temps. Le grand-père de Darwin, d'ailleurs aussi, Erasmus Darwin, avait eu cette idée avant cela. Mais ce qu'ont proposé Alfred Russel Wallace et Charles Darwin, c'est un processus expliquant comment les espèces évoluent au cours du temps. Et si je devais résumer ça en 3 mots, pour faire très 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 simple, c'est pas comme ça qu'on peut appréhender complètement ce que c'est que l'évolution, je vous donnerai les mots variation, transmission ou reproduction et sélection. Ce sont les 3 processus qui permettent de comprendre comment les espèces évoluent au cours du temps à travers le mécanisme dit de la sélection naturelle. Alors, tout d'abord, variation, c'est tout simplement que à chaque fois que des organismes se reproduisent, ils ne se reproduisent pas fidèlement à 100%. Ça n'arrive jamais. Il n'y a pas de clone absolument parfait. Il y a toujours des petites imperfections de reproduction, et ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité. Cette variabilité, elle est fondamentale lorsqu'elle a une capacité d'être transmise à la descendance. Quand vous avez des variations qui se transmettent de parents à enfants, eh bien vous avez au final le terreau de l'évolution, parce que sur ces variations, eh bien vous allez avoir un phénomène qui apparaît naturellement, c'est que certains porteurs de variants arrivent à survivre et se reproduire, alors que d'autres, qui portent d'autres variations, n'y arrivent pas. Et ça, ce processus-là, arrive par sélection, donc cette sélection naturelle, à, au fur et à mesure, accumuler des modifications, ce qu'on appelle le principe de descendance avec modification. Et le corollaire de cette idée-là, c'est que s'il y a descendance avec modification et que les espèces émergent comme ça au cours du temps en suivant ce processus-là, eh bien ça veut dire qu'on peut aussi avoir le mécanisme inverse et se dire que toutes les espèces, puisqu'ils sont issus de la descendance avec modification,
sont apparentés les uns aux autres. Une idée que Charles Darwin avait d'ores et déjà eue lorsqu'il traçait sur un petit calepin, après ses voyages autour du monde avec le bateau, le HMS Beagle, il a tracé ce petit croquis qui est une sorte de prototype des arbres de parenté. Et vous pouvez noter qu'en plus de marquer I think, alors I think quoi, ça se trouve il a juste envie de faire pipi, on ne sait pas, mais en tout cas là, il se posait aussi une question qu'il a notée avec le petit 1, est-ce que on est capable, avec cet arbre de parenté, d'aller très très loin dans le temps et se poser la question de l'origine de toutes les espèces. Alors pour voir si vous avez véritablement compris, on va faire un petit quiz ensemble. Et c'est là que je vous invite à sortir vos téléphones portables et d'essayer de flasher le QR code. Ça, c'est quelque chose que je fais pratiquement tout le temps dans mes interventions en public et notamment avec mes étudiants. C'est de vérifier si, à partir du moment où vous allez comprendre que tous les organismes vivants sont apparentés, vous êtes capable de voir qu'il y a des appariements plus proches entre différentes espèces. Ça, c'est le cas, vous prenez 3 espèces, il y a toujours parmi 3 espèces, 2 d'entre elles qui sont plus proches en termes de parenté que d'une troisième. Donc, c'est le jeu que j'ai surnommé « Qui est plus proche de qui ?». Et donc, on va se poser la question de qui est plus proche de qui entre un thon, un dauphin et un requin. Alors, 2 manières de pouvoir participer à ce quiz. La première, c'est de flasher le QR code suivant. La deuxième, c'est de se mettre sur un navigateur, d'aller sur l'adresse suivante, app.wooclap.com, et ensuite /Fleurance, tout en majuscule. Je vous laisse quelques instants. Je vais voir, hop, si d'ailleurs c'est disponible. Et puis si jamais c'est trop compliqué, on le fera à la main levée. Hein. Ça peut fonctionner autant. C'est juste que moi j'aime bien voir comment les gens votent avant de révéler la réponse. Alors, je vous laisse. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes? N'hésitez pas à lever la main, ça va aller. Alors, qui est plus proche de qui entre le thon, le dauphin et le requin? Hop, hop, hop. Alors, je vois qu'il y a, il y a 72 personnes qui sont connectées et 58 qui ont déjà voté. Alors moi, je ne me résiste pas à, c'est un petit biais, à voir comment les réponses ont été fournies. Et donc, très bien. Je vois que essentiellement, alors je ne sais pas si c'est possible en régie, mais de montrer non pas cette partie-là, mais l'autre partie de mon écran. Sinon, c'est pas très grave. Je peux arrêter la présentation et repartir de là. Hop. Est-ce que vous voyez? Donc, vous êtes 75 à avoir voté. Voici comment vous avez voté essentiellement. Donc, qui est plus proche de qui en termes de parenté? On va voir si je suis utile ici. Il y a 2 personnes qui ont voté thon et dauphin, 13 personnes qui ont voté dauphin et requin, et 61 personnes qui ont voté thon et requin. Et la réponse est, un petit roulement de tambour si vous êtes capable de le faire. Vous pouvez taper, voilà, merci. Roulement de tambour. La réponse est... Voilà, donc thon et dauphin. Pas terrible, pas terrible. Alors c'est là que justement se justifie mon travail de vulgarisateur. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le thon et le dauphin sont plus proches en termes de parenté que le requin. Bien entendu, c'était un piège, hein, je suis fourbe comme cela. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut replacer où sont ces différentes espèces sur un arbre de parenté, comme justement Darwin le rêvait. Alors j'ai fait un petit arbre de parenté, ici c'est un arbre de parenté des vertébrés, dans lequel vous pouvez avoir ici une lamproie, un requin, celui qui nous intéresse, un thon, il nous intéresse aussi, une grenouille, un crocodile et un dauphin. Et en plus des informations sur les espèces qui se trouvent donc sur les branches de l'arbre de parenté, je vous ai fourni également ici, petits nœuds
marqués en rouge, et qui sont des groupes que peut-être vous connaissez. Vertébrés, a priori, vous connaissez ce groupe. Peut-être que vous connaissez aussi le groupe des tétrapodes. Un peu moins, probablement, celui des gnatostomes, ostéictiens, tétrapodes et amniotes. Ces nœuds-là représentent des groupes de parenté exclusifs, c'est-à-dire des groupes dont émanent des branches dans lesquelles toutes les espèces qui sont au bout de ces branches sont plus proches parents entre eux. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre que ici, le thon est relié à ce nœud-là, qui porte le nom de ostéictien, ça veut littéralement dire poisson osseux. Et si des ostéictiens, je vois d'autres branches qui en émanent, je vois les tétrapodes, dans lesquels je vais retrouver les amphibiens, les crocodiles et les dauphins, un exemple de mammifère. Donc, si thon et dauphin sont dans le même groupe exclusif de parenté que sont les ostéictiens, ça veut dire qu'ils sont plus proches parents entre eux que de toute autre espèce de l'arbre. C'est ça que ça veut dire ancêtre commun exclusif. Ça exclut les chondrichthiens, qui sont d'ailleurs ici un autre mot qui veut dire poisson cartilagineux, et encore les lamproies, qui sont plus loin ici dans cet arbre-là. Autre conclusion qu'on peut faire, si ici les thons et les mammifères font partie des ostéictiens, ça veut dire quelque chose peut-être que vous n'aviez pas en tête quand vous envisagez votre propre apparentement dans l'arbre du vivant, eh bien vous êtes tous des poissons osseux. Voilà. Donc vous êtes des ostéictiens, vous êtes ici des représentants d'ostéictiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les ostéictiens ont donné des poissons tels que le thon et des poissons osseux aussi qui ont changé au cours de l'évolution et par exemple acquis certaines caractéristiques comme celles présentes chez les tétrapodes, dans lesquelles les nageoires se sont transformées en appendices locomoteurs. Autre chose aussi, vous pouvez voir que là, ces points, ça représente donc des groupes de parenté exclusifs, mais aussi ça figure ce qu'on appelle un dernier ancêtre commun exclusif. En l'occurrence, ici, chez les amniotes, vous avez un groupe de parenté exclusif, dont sont des descendants ici représentés les crocodiles et un dauphin. Et ça veut dire qu'ils partagent un ancêtre commun exclusif entre eux. Juste un petit test. À main levée, à votre avis, la grenouille, elle est plus proche en termes de parenté du crocodile ou du dauphin? Qui vote pour crocodile? Il y a une personne. Qui vote pour le dauphin? Quelques autres personnes. Et il y a une majorité silencieuse, alors je ne sais pas pourquoi, mais en fait, la bonne réponse, c'est que la grenouille est aussi proche en termes de parenté du crocodile et du dauphin. En fait, là, vous devez avoir la même réflexion qu'avec vos cousins. Si vous avez dans votre famille la chance d'avoir plusieurs cousins issus des mêmes parents, vous avez la même relation de parenté entre cousin 1 et cousin 2. Il n'y en a pas un des deux qui est plus proche en termes de parenté. Donc voilà, vous voyez que maintenant vous êtes expert en cette petite gymnastique de réflexion pour pouvoir comprendre, et vous saurez maintenant, d'une part, que vous êtes des poissons osseux, et qu'entre un thon, un requin et un dauphin, la réponse de l'apparentement n'est pas aussi facile à déduire. Autre chose qu'on peut faire avec ces derniers ancêtres communs exclusifs, c'est déduire des caractéristiques qui ont été héritées par ce dernier ancêtre commun exclusif. En l'occurrence, par exemple, ici, pour le groupe des amniotes, eh bien, on a tous, appartenant au groupe des amniotes, hérité d'une caractéristique qui s'appelle l'amnios. Ça veut dire qu'on est tous les descendants d'un dernier ancêtre commun amniote qui avait déjà un amnios permettant ici, donc au même titre que, comme vous l'avez vu, un sauropsidé comme un crocodile, ou un mammifère comme nous, une poche dans laquelle vous avez un liquide qui permet tout simplement de pondre sur la terre ferme. Alors nous, on ne le fait plus, je ne sais pas si, voilà, mais on a toujours cet amnios qui permet de conserver l'embryon puis le fœtus dans un liquide propice au développement embryonnaire, ce qui a permis de conquérir le milieu terrestre. Donc voilà, ça va être quelque chose qui nous intéresse énormément parce qu'on comprend que si on fait des classifications de parenté entre différentes espèces,
Non seulement je vais pouvoir répondre à la question qui est plus proche de qui en termes de parenté, mais je vais pouvoir aussi en déduire des caractéristiques de certains ancêtres très très lointains. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans notre quête de l'identification du portrait robot du dernier ancêtre commun à tout le vivant. Alors si vous aimez bien ces jeux, je vous invite, il y en a pas mal, vous pouvez trouver ce petit quiz en emoji qui va vous permettre encore une fois de confirmer qu'un poisson osseux de type, ici c'est un tétraodon, est plus proche d'une baleine que d'un requin, mais peut-être que vous serez surpris d'apprendre aussi qu'un chameau est plus proche d'une baleine que d'un cheval. Tiens. Quoi d'autre ? Par exemple, vous avez ici une étoile de mer, vous êtes plus proche, vous, humains, d'une étoile de mer que d'un gastéropode. Comme j'aime à dire, on ne choisit pas sa famille. Donc, pour établir ces relations de parenté, on réalise ce qu'on appelle ici des classifications phylogénétiques. Et pour pouvoir faire des classifications phylogénétiques, il va falloir faire quelque chose que moi, personnellement, j'adore, c'est organiser les choses. On est dans le Festival d'astronomie de Florence, et je pense que la plupart d'entre vous sont extrêmement émus de voir ce genre de ciel étoilé. On en a pu voir, par exemple moi hier soir, j'ai pu voir avec la plupart des gens de différentes associations étudiantes de nombreuses planètes, etc. Et donc on a vu le ciel étoilé. Mais moi personnellement, je suis avant tout ce qu'on appelle un phylogénéticien. Et quand je vois un arbre comme ça, moi j'ai une autre tendance, peut-être un petit peu malsaine, c'est de faire ça. Voilà. Donc, moi, c'est ça, un bon ciel étoilé, c'est quelque chose qui a été bien rangé, bien organisé. Ce qui m'amène à une considération importante. Lorsqu'on fait de la classification phylogénétique, il est très 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 important de savoir faire la différence entre trois actions quand on essaye d'organiser des objets. Il y a une différence, en effet, entre ranger, trier et classer. On reprend les espèces qu'on avait tout à l'heure. Si vous avez par exemple ici une grenouille, la lamproie, le thon, le dauphin, le requin et le crocodile, j'aurais pu tout simplement les ranger, c'est-à-dire les organiser, les sérier selon un critère continu, par exemple du plus petit, la grenouille, au plus grand, ici, le crocodile. Je peux aussi les trier, c'est-à-dire les discriminer selon des critères successifs. Je peux prendre par exemple, dans toutes ces espèces, je prends un critère, avec présence ou absence, par exemple présence ou absence de pattes, et d'un côté, je vais mettre de toutes ces espèces-là, celles qui n'ont pas de pattes, et donc je vais faire un groupe avec dauphin, requin, lamproie et poisson osseux, ici donc le thon, et un autre groupe avec une grenouille et un crocodile. Et j'aurais pu continuer, par exemple, dans ce groupe-là, en mettant présence d'écailles ou absence d'écailles pour la grenouille et présence d'écailles. Donc ça, c'est d'ailleurs la manière dont étaient faits au début les, entre guillemets, classifications des organismes vivants, en essayant de les trier, mais sans véritablement logique à part entière biologique. La seule logique biologique qui existe et qui permet d'organiser les espèces de manière représentant un mécanisme naturel, c'est la classification selon la parenté biologique. Classer, c'est grouper afin de refléter une cause sous-jacente. Alors il y a plein de causes sous-jacentes qu'on pourrait faire, mais ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire une classification phylogénétique, répondre à la question qui est plus proche de qui, et donc de classer les espèces selon leur parenté biologique, ce qui nous permet au passage de reconstituer aussi une histoire évolutive sous-jacente. Et donc, l'histoire évolutive des classifications, il en existe aussi une. C'est-à-dire que les classifications, elles n'ont pas toujours été comme celle que je vais vous montrer dans un instant, ou celle où on voyait par exemple l'arbre des vertébrés. Au début, quand on classait entre guillemets les espèces, on réalisait ceci. Ça, c'est typiquement une figure extrait du traité d'insectologie de Charles Bonnet, dans lequel vous pouvez voir plusieurs espèces qui ont été classées. Alors classées, c'est-à-dire mis sur une échelle du moins bien, donc lui il n'aimait pas le poisson visiblement, au plus mieux avec l'homme. Parfois il y avait d'autres classifications dans lesquelles on mettait les anges et Dieu au-dessus, mais voilà, vous avez ici ce qu'on appelle une échelle des êtres, avec des critères, on ne sait pas trop d'où ils sont partis. Par exemple, il y a poisson, certes, mais il y a mieux, il y a poisson volant. Et vous avez des oiseaux amphibies, ça, canard, c'est pas terrible, des oiseaux purement aquatiques, des oiseaux, donc le reste, et au-dessus, les autruches.
Alors là, il va falloir m'expliquer. Hein. Donc, visiblement, vous avez une sorte de gradation. Bah, c'était quelqu'un qui aimait bien faire des listes, en fait, des animaux qu'il préférait. Juste au-dessus, vous avez les chauves-souris, qui sont moins bien que les écureuils volants. Alors là, vraiment aucune logique. Et par contre, qui sont qui sont moins bien aussi que les quadrupèdes. Et après, vous avez le singe, l'orang-outan et l'homme. Soit. Il s'avère que depuis, justement, on a réfléchi, et notamment Charles Darwin, lui, il a proposé de réaliser des arbres de parenté selon les relations biologiques. Alors, le fourbe, il a réalisé une seule illustration dans De l'origine des espèces, et c'est ça. Et c'est un arbre avec des espèces fictives. Vous voyez qu'ici, les A classés, A, B, C, D, E, F, sont des espèces fictives, et donc, en gros, ce que disait Charles Darwin, c'est ça qu'il faut faire, mais j'ai la flemme. Faites-le tout seul. Hein, c'est pas mon boulot. Va falloir que vous vous débrouillez pour faire véritablement une classification. Tant et si bien que les successeurs de Darwin, essayant d'appliquer les relations de parenté, parfois faisaient des grossières erreurs. Et c'est le cas, par exemple, d'un arbre que probablement vous avez déjà vu, et qui est celui-ci, l'arbre donc de Ernst Haeckel, La généalogie de l'homme, en 1874. C'était un fervent défenseur de la théorie de l'évolution, mais incapable d'abandonner complètement l'échelle des êtres qui avait justement été aussi proéminente dans l'histoire des pensées et de l'histoire de la biologie en particulier. En quoi c'est problématique? Eh bien, tout simplement parce que dans cet arbre-là, déjà vous avez une direction. Hop là, hop, on va mettre l'homme ici, hein, parce que c'est toujours bien qu'il y ait quelque chose de bien au top, etc. Donc ça, c'est l'homme, ça ne va pas changer. Mais ce qui est encore plus affligeant, c'est que dans cet arbre de parenté, les branches ont de temps en temps, en effet, des espèces actuelles, comme par exemple les oiseaux, mais vous pouvez trouver des espèces actuelles, comme les amphibiens, à l'intérieur de l'arbre, donc comme s'ils étaient dans le tronc de l'arbre. Une classification phylogénétique, il faut le savoir, ça ne fait systématiquement établir des relations de parenté qu'entre des espèces actuelles, c'est-à-dire qui ont tout autant évolué que les autres espèces. Et donc, à cette image très erronée d'un arbre avec un tronc magistral dans lequel on peut mettre des espèces, suggérant que, par exemple, des grenouilles puissent, comme ça, spontanément donner des oiseaux, ce qui n'est pas le cas, eh bien, vous avez cette image qui est beaucoup plus importante, et dans lequel vous avez ici un arbre de parenté de plusieurs milliers d'espèces, et où lequel, si vous cherchez l'homme, il faut fouiller. Vous êtes juste là, comme ça, juste à côté. Vous avez à côté la souris, Mus musculus, mais vous n'êtes qu'une branche parmi tant d'autres dans un arbre de parenté. Donc ça, pour l'ego des humains, ça c'est plié, hein, généralement. Mais c'est véritablement ça qui concrétise l'idée fondamentale de Darwin, de la descendance avec modification. Le père Darwin aurait été très content de voir cet arbre de parenté. Il ne manifeste aucune tendance particulière à passer du simple au complexe. Qui plus est, moi j'ai tiré de cette figure un respect profond, mais j'ai vu, lorsque j'ai regardé un petit documentaire qui s'appelle « Espèce d'espèce », une figuration qui est encore plus expressive à mon goût, parce que ici vous avez une vue en 2 dimensions de cet arbre de parenté, mais moi ce que je préfère c'est celle-ci, c'est cette vue buissonnante ici de l'arbre de parenté en 3 dimensions, toutes les branches vont dans n'importe quelle direction, et donc dans ce documentaire Espèce d'espèce, vous pouvez voir qu'on est capable, si on fait une tranche à l'intérieur de cet arbre, de voir qu'il y a au milieu, une sorte de tronc tripartite qui va dans 3 directions particulières. Et c'est ça qui va nous intéresser, puisque c'est probablement là qu'on va trouver l'origine du vivant. Et l'origine du vivant, voici comment Darwin l'exprimait. Je vous ai tout à l'heure montré une citation, elle était incomplète. Elle commence ainsi. « Il y a une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses puissances diverses insufflées initialement à un petit nombre de formes, ou même à une seule. » En l'occurrence, Darwin ne s'est pas tranché entre l'idée d'un seul ancêtre commun à tous les organismes vivants, ou plusieurs. Et donc, pour pouvoir aller un tout petit peu plus loin sur cette idée, je vais vous diffuser cette fois-ci un extrait un tout petit peu plus long du documentaire Espèce d'espèce, dans lequel le chercheur Patrick Forter nous explique comment on peut envisager ce dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants. Alors, je vais voir si le son fonctionne bien.
tous les êtres vivants, donc bactéries, archéocaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom, ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme, ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les trois lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète, simplement elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA. Donc là, on a appris quelque chose de fondamental, de très très important. Selon Patrick Forter, on peut trancher à la question de est-ce qu'il y avait plusieurs ou une seule forme ayant donné l'ensemble des organismes vivants. Le concept de Last Universal Common Ancestor nous dit qu'il n'y avait qu'un seul dernier ancêtre commun à tous les organismes vivants. Ça ne veut pas dire qu'il était seul, mais ça veut dire qu'on est capable de tracer une origine à tous les organismes vivants actuels. Alors pour pouvoir comprendre comment on est arrivé à ce résultat, il faut déjà comprendre que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille essentiellement dans un cadre théorique. C'est le cadre de la théorie cellulaire du vivant. Et pour pouvoir comprendre un tout petit peu la suite des choses, il y a quelques petits rappels de biologie que probablement vous avez eu au collège ou au lycée, dans lequel on va voir un tout petit peu le mécanisme qui va nous permettre d'ailleurs de répondre à la question pourquoi il n'y a qu'un seul dernier ancêtre commun à tous les organismes vivants. La cellule, c'est donc une structure qui est isolée du milieu extérieur par une membrane de gras, des lipides. Cette membrane de gras, à l'intérieur, vous allez trouver du matériel génétique sous forme d'acide désoxyribonucléique, une double hélice dans laquelle vous avez une information codée sous forme de nucléotides. Cette information, pour pouvoir être transformée en matériaux constituant la cellule, on est obligé de passer par deux étapes obligatoires. La première, c'est d'être lu par une machinerie permettant de réaliser ce qu'on appelle la transcription et générer ce qu'on appelle de l'ARN messager. La plupart d'entre vous, je pense, ont été vaccinés et donc savent ce que c'est que l'ARN messager. C'est quelque chose qui permet de produire des protéines dans le corps. Cet ARN messager, vous en produisez tout le temps dans toutes vos cellules pour pouvoir former toutes les protéines de votre corps. Cet ARN messager est donc une sorte de copie d'un fragment du matériel génétique et va être pris en charge par une structure qu'on appelle le ribosome. Et là, je veux que vous reteniez quelque chose de très très important sur le ribosome. Le ribosome, c'est une structure un tout petit peu bâtarde. C'est un mixte entre de l'ARN, donc le même type de molécules que vous voyez ici pour l'ARN messager, de l'ARN et des protéines. C'est donc un assemblage de protéines et d'ARN qui permet de lire l'information de l'ARN messager et le transformer en une chaîne d'acides aminés qu'on appelle les protéines. Donc voilà, ça c'est la théorie cellulaire du vivant, et je pense que systématiquement il y aura la même question, et les virus? Eh oui, et les virus, parce qu'il y a quelque chose de très très important ici, qu'on exclut en travaillant dans la théorie cellulaire du vivant, ce sont des organismes, entre guillemets, dans lequel vous avez du matériel génétique qui est soit sous forme ADN, soit sous forme ARN, mais surtout qui n'est pas isolé par une membrane dans laquelle vous allez avoir l'intégralité des processus permettant de faire, excusez-moi, je me suis auto-spoilé, de faire de la transcription et de la traduction. Les virus, eux, parasitent la machinerie d'une cellule hôte pour pouvoir réaliser l'ensemble des mécanismes permettant leur réplication. Deux théories opposées pour considérer les virus. Soit ce sont des organismes non cellulaires, soit ce sont des structures non vivantes, des simples éléments génétiques mobiles, probablement générés par le vivant lui-même, ou ce sont des organismes vivants et peut-être, du coup, les représentants d'une forme de vie non cellulaire.
Voilà, vous connaissez l'idée, mais même avec les virus, qu'on les considère non vivants ou vivants, il y a une information génétique codée dans des acides nucléiques. Et cette information génétique, elle est toujours interprétée de la même manière pour tous les organismes vivants. C'est un mécanisme universel et la preuve formelle qu'il y avait un dernier ancêtre commun à tous les organismes vivants. C'est ce code génétique. Le code qui permet de passer d'une information dans un ARN messager à une chaîne d'acides aminés formant des protéines. Ce code-là génétique, il est grosso modo conservé chez tous les organismes vivants. Il y a peut-être parfois une ou deux petites modifications. Il est toujours reconnaissable. C'est la pierre de Rosette, véritablement, c'est le manuel d'instruction pour que n'importe quel organisme vivant, virus inclus, puisse exploiter de l'information génétique et faire des protéines. Si on trouvait une forme de vivant qui n'utilisait pas ce code génétique, là, on aurait eu un doute sur l'origine unique du vivant sur notre planète, c'est-à-dire l'origine avec un dernier ancêtre commun expliquant notre relation de parenté à tous les organismes vivants. Mais c'est ce code génétique-là qui nous permet de dire, on est tout être vivant, tous frères et sœurs, puisqu'on est tous les descendants de Lucas. Au passage, Lucas, vous aurez peut-être compris, c'est un petit acronyme et un clin d'œil à Lucie. Alors maintenant que vous savez ça, vous pouvez comprendre aussi que ce code génétique, c'est non seulement une preuve qu'il n'y avait qu'un seul Lucas, mais aussi quelque chose de crucial pour nous, pour faire des analyses phylogénétiques et de comparer des organismes vivants les uns avec les autres. Puisque s'il y a le même code génétique, si l'information génétique est lisible partout, si on est capable de lire, ce qu'on appelle maintenant séquencer, l'information génétique de plein d'organismes vivants, on est capable d'avancer sur l'établissement de leurs relations de parenté, parfois même entre organismes qui ne se ressemblent pas du tout. C'est comme ça qu'on peut comparer des séquences génétiques d'un humain avec celui d'une bactérie. Alors que morphologiquement, pour trouver les caractéristiques morphologiques d'une bactérie et d'un humain, il faut s'accrocher. C'est vraiment très 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 différent. Mais par contre, leur matériel génétique, on est capable de le comparer et donc d'établir des relations de parenté entre eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai enseigné jusqu'à très très peu de temps et que j'ai continué, et que j'ai appris moi sur les bancs de la fac. C'était à peu près une révolution. Ces données moléculaires, elles ont permis de peaufiner progressivement les classifications phylogénétiques. Au début, le vivant, il était divisé en 3 grandes parties selon Haeckel, les 3 règnes, animal, végétal et protozoaire. Encore une fois, une sorte de dédain, on va mettre les trucs simples et le reste qui est pas mal avec les animaux bien sûr au-dessus, l'homme au top. Et voilà, ça c'était les 3 règnes de Haeckel. Et puis après, on a commencé à appliquer un tout petit peu plus fidèlement la théorie de l'évolution à la classification. Et on est arrivé tout d'abord aux 5 règnes de Whitaker, animal, champignon, végétal, protiste, monaire. Désaffinement en 1977, animal, champignon, végétal, protiste, archéobactéries et eubactéries. Vous voyez ici apparaître dans ce groupe-là, qu'on appelle les prokaryotes, 2 groupes particuliers, des archéobactéries et des eubactéries. Ça, c'est une découverte qu'on doit à Carl Woese, qui en 1977, avec son collègue Fox, a découvert un nouveau type de bactéries. Il pensait que c'était véritablement des bactéries à l'époque. Et puis, en comparant leur matériel génétique, une révolution, la compréhension que les archéobactéries, qui ont été surnommées archées après, étaient véritablement un domaine séparé du vivant. Moi, personnellement, sur les bancs de la fac, j'ai appris ça. Archées, eucaryotes, eubactéries. Nous, où est-ce qu'on est? On est au sein des eucaryotes. Et il y a 2 autres domaines, les archées et les eubactéries. C'est ça qui est à l'origine du tronc tripartite que je vous ai montré dans le documentaire et l'extrait de documentaire Espèce d'espèce. Alors essayons d'en apprendre un tout petit peu plus sur ces archées, eubactéries et eucaryotes. Voilà à quoi ressemblent nos protagonistes. D'un côté, vous avez la grosse cellule là, ici. Ça, c'est une cellule eucaryote typique. Une cellule eucaryote typique, elle est caractérisée par la présence d'un noyau. D'ailleurs, eucaryote, ça veut tout simplement dire vrai chariot. En gros, caryote, scarion, ça veut dire le noyau. Il y a ici un noyau avec le matériel génétique à l'intérieur de pratiquement toutes les cellules eucaryotes. Mais ce n'est pas tout.
vous voyez dans une cellule eucaryote, qui est généralement toujours beaucoup plus grosse que des archées ou des eubactéries, eh bien, vous voyez aussi des structures internes dans la cellule qu'on appelle parfois des organelles. Ces organelles, ce sont des structures qui ont leur propre membrane, comme si vous aviez des mini-cellules à l'intérieur d'une grosse cellule. D'ailleurs, le noyau lui-même, c'est dans une enveloppe particulière. Donc là, c'est intéressant, on a l'impression que, en fait, une cellule eucaryote, c'est quelque chose avec une énorme bulle et des petites bulles à l'intérieur. Gardez ça en tête. De l'autre côté, vous avez les bactéries et les archées qui sont beaucoup plus petits. On les appelle les prokaryotes, notamment parce que leur matériel génétique n'est pas contenu dans un noyau. À l'intérieur, vous avez une seule structure dans laquelle vous avez du matériel génétique et généralement des cellules beaucoup plus petites pour les archées et les eubactéries. Et je vous propose de nouveau de faire un petit quiz. Alors, à votre avis, vous pouvez flasher de nouveau le QR code et répondre à la question entre eucaryotes, bactéries et archées, qui est plus proche de qui? Hop, je passe. Ça commence à voter. Hop là, je vous laisse vous connecter et voter entre eucaryotes, bactéries et archées, qui est plus proche de qui en termes de parenté. Bon, gardez en tête que je suis fourbe. Hein. Je ne sais pas si ça vous aide. Alors, vous êtes 88 connectés et il y a 40 personnes qui ont voté. Hop. Alors, comment ça vote? Oh, disons, c'est pareil. Hein. Donc, archées et bactéries pour 9 personnes, bactéries et eucaryotes pour 9 personnes, archées et eucaryotes pour 7 personnes, et aucun des trois pour 40 personnes. Vous êtes 65 à avoir voté. Je vous propose qu'on révèle la réponse. Petit roulement de tambour pour révéler la réponse. Merci bien. Et la réponse est, comme d'habitude, la fourbitude absolue. Donc, archées et eucaryotes. Ah, là, j'imagine qu'il y en a certains qui sont absolument pas contents, parce qu'ils sont... Mais moi, j'ai compris ce que vous m'avez montré. Vous m'avez montré un arbre avec 3 branches. Donc comment, avec 3 branches, je peux déterminer qui est plus proche de qui en termes de parenté entre une archée, une eubactérie et des eucaryotes? C'est pas possible normalement si vous avez un arbre avec 3 branches. Je vous ai donné juste un petit indice. Je vous ai dit, ça c'est ce que j'enseignais jusqu'à il y a quelques années. Et scoop, l'arbre de parenté du vivant, il a changé. Et il a changé de cette manière-là. Et là, vous voyez quelque chose de très très intéressant, c'est un arbre du vivant, consensus février 2023, un arbre qui a été fourni par un postdoc qui s'appelle Beau, qui travaille à l'Institut Pasteur, et dans lequel, en fait, vous voyez qu'à la base de l'arbre du vivant, on reconnaît les différents ancêtres communs, ici, le dernier ancêtre commun, LUCA, L-U-C-A pour Last Universal Common Ancestor, mais plus que 2 groupes, bactéries et archées, et dans lequel on va découvrir de nouveaux derniers ancêtres communs. Ici, le Last Archean Common Ancestor, et de l'autre côté, le LBCA, le Last Bacterial Common Ancestor. Et où sont les eucaryotes? Eh bien, les eucaryotes, ils sont là, caractérisés par un 3e ancêtre qui peut nous intéresser, l'ECA, le Last Eukaryotic Common Ancestor. Et tous les eucaryotes, dans lesquels vous avez les plantes, vous avez les champignons, vous avez les animaux, vous avez les paramécies, vous avez plein d'organismes avec des grosses cellules, eh bien, ils sont ici, au sein du groupe des archées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un changement? Ce changement, eh bien, c'est
une sorte de controverse qu'il y a depuis quelques années et qui semble maintenant véritablement plié, on va dire, c'est le modèle des 3 domaines et le modèle des 2 domaines, l'extension de la lutte des domaines, si vous me permettez, dans lequel, de toute façon, dans les 15 dernières années, la plupart des chercheurs s'accordaient à dire, quoi qu'il arrive, que les eucaryotes sont plus proches parents des archées que des bactéries. Il semblerait qu'il existait d'ores et déjà un last common ancestor of archaea and eukaryotes, un dernier ancêtre commun des archées et des eucaryotes exclusifs. Ça, on pouvait le voir en remarquant que le matériel génétique des archées était plus proche de celui des eucaryotes, dans la plupart des classifications avec des outils moléculaires, que le matériel génétique qu'on pouvait trouver dans des bactéries. La révolution, donc de toute façon, vous auriez, il y a 15 ans, perdu à mon quiz, puisque c'est véritablement, quoi qu'il arrive, archées et eucaryotes qui sont plus proches par an. Mais la révolution, c'est de considérer maintenant qu'il n'y ait pas véritablement 3 domaines du vivant, avec un domaine bactérie et un domaine séparé en 2 ici, eucaryotes, archées, mais uniquement 2 domaines, avec les archées, au sein desquels vous pouvez trouver des eucaryotes. Alors il y a quand même quelque chose que vous pourrez remarquer ici dans ces schémas, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont représenté des eucaryotes, ils nous ont fait une sorte de structure ici dans laquelle on voit une cellule et qui a l'air de manger une bactérie. Qu'est-ce que c'est que ce BINS ? Il faut que je revienne un tout petit peu maintenant sur mon concept de cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes, comme je vous l'ai dit, elles ont à l'intérieur des cellules des structures qu'on appelle des organelles. Et parmi ces organelles, vous avez ce qui permet à l'intégralité de vos cellules de respirer, c'est-à-dire d'exploiter l'oxygène pour pouvoir tirer de l'énergie, les mitochondries. Or, à l'intérieur de ces mitochondries, on a trouvé du matériel génétique, de l'ADN. Et en séquençant cet ADN, on s'est rendu compte, et notamment ça a été quelque chose qui a été c'était une recherche qui a été réalisée par une chercheuse qui s'appelle Lynn Margulis, qui a cimenté sa théorie de ce qu'on appelle l'endosymbiose. En séquençant ce matériel à l'intérieur de mitochondries, on s'est aperçu qu'il était non pas proche du matériel génétique qu'il y a à l'intérieur du noyau des eucaryotes, mais qu'il était proche du matériel génétique de certains groupes de bactéries. Et ça a permis maintenant de confirmer une théorie de l'endosymbiose, qui est donc que ces mitochondries ont une origine bactérienne. Il y a très 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 longtemps, une cellule qui donnera plus tard ce qu'on appelle des eucaryotes a englobé des bactéries et une sorte de symbiose, de coopération s'est réalisée entre ces 2 partenaires et l'intégralité de votre cellule a donc un vestige d'un événement excessivement rare dans l'évolution, c'est-à-dire une sorte de chimérisation qui a donné à ce que des bactéries fonctionnent avec une cellule eucaryote. Et maintenant, vous ne pouvez pas cultiver les mitochondries en dehors d'une cellule eucaryote. Il y a eu des mécanismes qui font que cette symbiose, elle est totale, elle est complètement fusionnelle. Mais, toujours est-il que vous avez, là, donc pratiquement l'intégralité de vos cellules, du matériel génétique bactérien, des vestiges de bactéries. Vous êtes non seulement des poissons osseux, mais vous êtes un peu des bactéries. Super. Mais là, ce que je m'apprête à vous dire, c'est que vous êtes un tout petit peu des bactéries, mais vous êtes surtout des archées. Alors là, vraiment, insulte suprême, vous n'êtes pas vraiment particulier, parce que non seulement vous êtes une sorte de chimère bactérienne avec une cellule, mais cette cellule qui a englobé cette bactérie, eh bien, les dernières études en date montrent qu'il est très très probable que ce soit une archée. Et donc, vous vous rappelez, quand je vous montrais la structure d'une cellule eucaryote, vous aviez un noyau. Un noyau qui a une enveloppe, c'est-à-dire qui est une sorte de bulle à l'intérieur d'une grande bulle. Ce noyau, cette enveloppe-là, eh bien, ce serait, selon les derniers modèles, une très 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 ancienne archée.
Et donc vous êtes une chimère pure entre archées et bactéries. Nous sommes tous des archées. Alors qui a mis le souk dans cette classification? Eh bien, ce sont eux, les coupables. Ce sont des archées qui ont été classés dans les dernières classifications phylogénétiques dans un groupe qu'on appelait le groupe Asgard. Alors pour ceux qui sont férus de mythologie nordique, vous allez pouvoir noter que, tout simplement parce que ces archées ont été découvertes non loin de la Norvège, Gerd Archaeota, El Archaeota, Kari Archaeota, Heimdall Archaeota, Loki Archaeota, Odin Archaeota ou Thor Archaeota. Pour les fans de Marvel, a priori les 4 derniers, vous les connaissez un tout petit peu aussi. Et en fait, eux, ils ont été identifiés dans des monts hydrothermaux, c'est-à-dire des choses qui sont très très profondément dans les océans et qui ne voient jamais la lumière, mais qui sont notamment été découverts dans une structure qu'on appelle le château de Loki. Et quand on les place dans un arbre de parenté des archées, eucaryotes et bactéries, et ben voilà ce qu'on trouve. Ici, vous avez le matériel génétique des bactéries qui permet de faire un groupe de parenté exclusif avec les bactéries. De l'autre côté, vous avez ici tous les archées. Et ce que ce groupe de Asgard a révélé, c'est que toutes ces archées-là, si on cherche les séquences génétiques les plus proches en termes de parenté dans tout le vivant, eh bien, ce sont systématiquement les séquences des eucaryotes qui sont les plus proches, et pas d'autres archées. C'est ce résultat-là qui a permis de comprendre que Asgard était très très proche parent des eucaryotes, qui eux-mêmes sont en fait des descendants du dernier ancêtre commun de tous les archées. Et ça veut dire quelque chose de fondamental, ça change un tout petit peu la méthodologie qu'on va utiliser pour pouvoir retracer le portrait robot du dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants. Mais déjà, ça nous dit quelque chose de fascinant, en tout cas moi je le trouve fascinant, c'est qu'on peut remonter vraiment beaucoup dans le temps et avoir une idée de ce qui s'est passé entre ici, l'ACA, le Last Archaeal Common Ancestor, et l'ECA, le Last Eukaryotic Common Ancestor, le dernier ancêtre commun de tous les eucaryotes. Entre les deux, vous avez FECA, bon, les acronymes vraiment, les biologistes, il faudrait qu'ils s'arrêtent un tout petit peu, c'est le premier ancêtre commun de tous les eucaryotes, First Eukaryotic Common Ancestor. Et entre FECA ici et l'ECA, vous voyez qu'il y a eu des phénomènes assez intéressants. Tout d'abord, on est très très probablement ici, dans cette période de transition, avec une cellule de type archée. Et cette cellule de type archée, elle a, à un moment au cours de l'évolution, un événement qui est vraiment très 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 bizarre, eh bien, acquis une structure de type bactérienne, expliquant la chimère semi-bactérienne, semi-archée, ayant abouti ici au dernier ancêtre commun de toutes les cellules eucaryotes. Donc un grand et long moment dans lequel vous avez une sorte de partenariat bizarre entre une archée et une bactérie qui ont permis de constituer l'intégralité des eucaryotes modernes. Donc ça c'est hyper intéressant. Je vous présente un des scénarios de ce qu'on appelle l'eucaryogenèse. C'est un parmi tant d'autres, c'est un que j'aime bien, mais il y en a énormément, c'est vraiment quelque chose qui est foisonnant, et comme je vous l'ai dit, c'est assez récent. Vous voyez que ici, cette figure est tirée d'un papier qui est sorti en 2020, donc on est vraiment dans une dynamique de découverte assez fondamentale, très très importante sur ce sujet. Et donc ce scénario d'eucaryogenèse, c'est un scénario un tout petit peu compliqué, dans lequel les premiers eucaryotes seraient apparus progressivement à partir d'une sorte de... permettez-moi l'expression, mais une orgie de bactéries et d'archées, dans lequel vous avez des partenariats, file-moi ci, file-moi ça, etc. Et dans lequel vous avez en bleu une archée qui va échanger des nutriments avec différentes bactéries. Une bactérie qu'on appelle une bactérie sulfato-réductrice, permettant d'échanger de l'hydrogène contre des nutriments. Et un symbiote progressif qui était la future mitochondrie et qui, elle, est capable d'exploiter, en utilisant de l'oxygène et en rejetant de l'eau, des structures pour pouvoir donner, elle aussi, de l'énergie, des nutriments à notre cellule archéenne. Et vous voyez d'un coup d'un seul l'origine de deux structures particulières de la cellule eucaryote,
les mitochondries, qui sont représentées ici, et le noyau, qui a pour origine donc une structure qui permettait ici, entre l'archée et la bactérie, d'échanger beaucoup mieux les nutriments entre ces deux partenaires. Quoi qu'il en soit, depuis pas mal de temps maintenant, je vous ai montré vraiment des choses surprenantes dans l'arbre de parenté, c'est que la plupart des organismes sont des chimères. C'est le cas pour les eucaryotes, qui sont semi-bactériens, semi-archées, mais c'est aussi le cas, si on séquence le génome des archées et des bactéries, voire même des virus, eh bien des chimères. Dans énormément d'archées, on voit du matériel d'origine bactérienne. Dans des bactéries, on voit même parfois des gènes d'origine eucaryote. Il y a vraiment une sorte de transfert très très fréquent qui se fait de matériel génétique entre les différents domaines du vivant. Et ça, c'est intéressant parce que ça a pour source ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes, du troc génétique qui se fait assez fréquemment, notamment entre archées et bactéries. Ça, c'est très très important de l'avoir en tête parce que si vous avez des séquences génétiques qui ont tendance à être partagées entre virus, entre bactéries, entre archées, d'ailleurs au passage, les virus sont parmi les agents majeurs de transfert horizontal de gènes. La plupart d'entre vous qui ont chopé par exemple le Covid, je suis au regret de vous annoncer que la plupart de vos cellules ont du matériel viral Covid à l'intérieur de leurs cellules. Il est probable que vous ayez des descendants de la pandémie qui vont naître avec du matériel génétique de Covid dans leur propre génome. Donc vous êtes aussi une chimère virale, en plus d'être une chimère bactérienne et une chimère archéenne. Ça, c'est fondamental parce que quand je vous ai représenté l'arbre de parenté, et notamment sa base, j'ai oublié de vous dire que les branches ici, elles ont aussi tendance à se fusionner entre elles, avec soit, par exemple, le cas que je vous ai montré avec l'endosymbiose, le fait qu'une bactérie se retrouve dans une cellule eucaryotique, ça veut dire qu'un eucaryote a toujours du matériel bactérien et toujours du matériel archéen à l'intérieur de ces cellules. Vous avez des transferts de gènes qui se font assez fréquemment. Et surtout, parfois, vous avez la possibilité d'avoir des chimères par hybridation. Le scénario de karyogénèse, ce serait un cas d'hybridation entre deux organismes qui font quelque chose de différent, les eucaryotes, après. Et ça fait que, à l'image de l'arbre, au début du vivant, il faudrait peut-être troquer une autre image, celle d'un rhizome dans lequel vous pouvez avoir des branches qui s'anastomosent, qui se fusionnent les unes avec les autres. Alors je ne vous raconte pas, pour moi qui aimais bien ranger les étoiles en catégories, etc., ça c'est l'horreur, parce que c'est vraiment très très angoissant, c'est vraiment aussi quelque chose de très très difficile, notamment pour pouvoir reconstituer le portrait robot du dernier ancêtre commun de tous ces organismes-là. Au passage, on peut parler de rhizome, de système racinaire, et j'ai vu une petite BD qui s'en moquait et qui disait qu'à une époque, on croyait à un arbre de la vie évolutionniste, mais le transfert horizontal de gènes implique des branches divergentes et qui puissent avoir des connexions directes. Or, il n'existe qu'une structure communément connue qui possède ces propriétés, c'est pas un arbre de parenté, ce serait un village Ewok de parenté. Bon, visiblement, ça n'a pas pris. Mais toujours est-il que nous, notre but, c'est quoi qu'il arrive, d'essayer de reconstituer le portrait robot de Lucas. Et même si vous avez des échanges de gènes entre différents partenaires, vous avez toujours la possibilité éventuelle, ça va être très très dur, mais on va y tâcher, de reconstituer ce qu'on appelle le génome minimal de Lucas. Qu'est-ce qui est partagé par l'ensemble des organismes vivants et qui nous permettrait de se demander quels étaient les gènes présents chez le dernier ancêtre commun de Lucas. Alors pour ça, vous avez eu plusieurs types de recherches qui ont été faites pour pouvoir essayer de reconstituer ce génome minimal. La première étape, c'était tout simplement, on va essayer de chercher tous les gènes qui sont présents au moins systématiquement dans n'importe quel groupe d'archées et de bactéries. On est arrivé à un total de 30 gènes universels. Alors autant dire que 30 gènes universels, on est très 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 loin d'un portrait robot fidèle de ce que Lucas pouvait ressembler. Avec 30 gènes, on ne fait pas grand-chose. Pour vous donner un ordre de grandeur, une bactérie, généralement, c'est d'un 1000 gènes à 5000 gènes pour que la bactérie fonctionne complètement.
Donc 30 gènes, ce n'est pas grand-chose. De l'autre côté, vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qui est présent chez un groupe et aussi chez l'autre. Mais là, vous avez un piège. D'un coup, si on fait ça, on peut trouver, par exemple, 11 000 gènes qui sont présents dans les deux domaines, mais à chacun de ces 11 000 gènes va se poser la question, est-ce que ce gène a été véritablement acquis parce que Lucas l'a donné à ses deux descendants, bactéries et archées, ou est-ce qu'il y a eu un transfert latéral de gènes? Du coup, certains chercheurs se sont dit, nous, on va appliquer une méthode qui va nous permettre de discriminer justement entre ces deux scénarios parmi les 11 000 gènes qui sont présents au moins chez une archée et chez toutes les bactéries et vice-versa. Pour réaliser ceci, eh bien, ils ont postulé que si on trouve dans des groupes très très distincts de bactéries des gènes et qu'ils sont aussi présents dans des groupes très très distincts d'archées, eh bien, il y a plus de chances que ces gènes-là n'aient pas été transmis par des transferts latéraux génétiques. Il y a plein de tests dans lesquels on ne va pas rentrer qui permettent de aussi vérifier si ces gènes, ce sont bien des gènes anciens et non pas des gènes issus de trocs génétiques récents. Et grâce à ça, on est passé entre 30 et 11 000 gènes à 355 gènes dont une équipe est à peu près sûre qu'elle était présente, enfin postule qu'elle était présente chez le dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants, de Lucas. Ces 355 gènes, ils sont très très intéressants parce que pour la première fois, on pouvait se poser la question de qu'est-ce qu'était capable de faire Lucas. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à l'intérieur de ces 355 gènes, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de processus classiques de fonctionnement d'une cellule qui étaient présents, mais aussi d'utilisation de métabolisme, c'est-à-dire quelque chose qui permet de produire de la matière à l'intérieur de la cellule, du matériel génétique qui permet de faire ce que je vous ai montré, de la transcription, de la traduction, de faire des ribosomes, etc. Donc tout ça, c'était présent probablement chez Lucas. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que la plupart des gènes dans ces 355 candidats sont des gènes qu'on retrouve notamment dans des archées ou des bactéries qui sont adaptés à un milieu de vie très très précis, le milieu de vie des monts hydrothermaux. En gros, à l'intérieur, il n'y avait absolument aucun gène qui permet la respiration cellulaire, par exemple, aucun gène qui permet de faire la photosynthèse, et essentiellement des gènes qui permettent de faire des choses dans lesquelles vous êtes dans un milieu où, a priori, il y a beaucoup de soufre, il y a beaucoup d'hydrogène, mais pas d'autres nutriments à disposition. Donc, probablement, un milieu qui ressemble à des monts hydrothermaux. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça rentre dans le cadre, cette fois-ci, on va quitter maintenant la perspective des relations de parenté et nous poser des questions de savoir où chercher, si on devait chercher, par exemple, des fossiles d'organismes vivants très très anciens. Et pour cela, il faut qu'on voit les probables sites de l'origine de la vie sur Terre. Et vous voyez que plusieurs chercheurs en ont certaines idées. La plupart, par exemple, parlent ici de ce qu'on appelle des tidal flats, c'est-à-dire des étangs dans lesquels a lieu la marée. Et ça, c'est donc des étangs un peu chauds, dans lesquels il pourrait y avoir, par exemple, une sorte de soupe primitive à l'origine des premières briques du vivant et des premiers organismes vivants. Vous avez aussi la théorie de la panspermie ou de la néopanspermie, dans lequel du matériel apporté par des comètes ou carrément des organismes vivants serait d'origine extraterrestre et serait arrivé sur la planète, soit directement des comètes, soit par Mars. Enfin, vous avez les monts hydrothermaux et d'autres idées, comme par exemple des volcans ou des geysers particuliers qu'on appelle les geysers nucléaires. Tout ça, c'est très très intéressant, et ça nous amène maintenant à nous poser la question, très bien, donc voilà, on sait où sont les sites probables d'origine du vivant. Est-ce que grâce à ça, je vais pouvoir trouver des traces fossiles? Est-ce que je sais où chercher? Alors il y a un petit problème quand on essaie de chercher des organismes fossiles aussi loin que le début de la vie sur Terre,
c'était que c'était il y a très très longtemps, et il y a un petit phénomène qui a eu lieu sur notre planète et qui a un petit peu mis le souk sur les parties que vous cherchez. Ça s'appelle la tectonique des plaques, je ne sais pas si vous êtes familier. Et ça, c'est un peu l'horreur pour un géologue, parce que si vous aviez quelque chose qui était aussi ancien que les premières traces de vie, fort à parier qu'on ne les trouvera pas véritablement sur la surface de notre planète aussi facilement qu'on pourrait trouver par exemple des fossiles de dinosaures. Donc ça, c'est un premier problème. Par contre, on est à peu près sûr de savoir quand chercher, en tout cas de savoir à partir de quand chercher sur notre planète des formes de vie. En l'occurrence, on sait qu'il y a eu un événement qui a complètement stérilisé la planète. Et donc s'il y avait eu des formes de vie avant, il n'y en avait plus après. Et donc Lucas, le dernier ancêtre commun de tous les organismes vivants, est probablement arrivé après cet événement. Cet événement, c'est la formation de notre Lune. Et comme vous pouvez le voir, ça pique un peu. Donc voilà, la Lune, elle a été formée notamment parce que vous avez un énorme, une sorte de planétoïde qui a percuté notre planète. Notre planète, d'ailleurs, est une sorte de chimère, elle est aussi, entre ce planétoïde et le matériel géologique qui avait présent à l'origine. Vous voyez que la Lune qui est présente ici, eh ben, elle est aussi une sorte, c'est pour ça qu'on retrouve parfois des structures géologiques similaires entre la Lune et notre planète. C'est issu de cet événement catastrophique. Toujours est-il qu'ici, dans cette simulation de cet événement qui a créé la Lune, il y a environ 4,46 milliards d'années. Vous imaginez bien que là, si vous êtes un pseudo-Lucas d'avant, vous avez complètement disparu. Très bien. Donc on sait que depuis la création de la planète, la formation de notre planète, jusqu'à la percussion avec la Lune, s'il y avait de la vie, ça a disparu. Donc on va commencer à chercher après 4,46 milliards d'années. Très bien. Quand? C'est là où ça pique aussi. Quand? C'est il y a très 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 longtemps. Généralement, quand on voit des frises des différents âges de notre planète, des frises géologiques, vous avez ici cette déformation dans laquelle on voit énormément de temps qui s'écoule à partir de 1 milliard d'années jusqu'à l'époque actuelle. Et ces frises chronologiques, eh ben, elles mettent un accent gigantesque sur le dernier milliard d'années, mais dans lequel vous avez des organismes vivants qui sont déjà très 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 compliqués. Or, nous, on cherche ce qui s'est passé il y a à peu près 4,46 milliards d'années. On est très 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 loin. On est dans un âge qu'on appelle l'AD1, qui est tiré du nom de Hadès, divinité des enfers. Et si je devais représenter ça véritablement fidèlement, voilà à quoi ça représente, ça correspondrait. Ici, dans 24 heures d'une journée, vous voyez que l'AD1 et l'époque qui la succède, l'Archéen, c'est l'essentiel ici de la journée planétaire. Et c'est là qu'on doit chercher probablement l'apparition des formes de vie, qui est fixée ici dans cette frise à environ 4 milliards d'années. Autre chose qu'il faut avoir en tête, on sait à peu près à partir de quand on va chercher, donc entre la formation de la Lune et ici 4 milliards d'années, c'est donc dans ces roches-là de l'AD1 qu'on va essayer de trouver à quoi ressemblaient les premières formes de vie. Et aussi, il faut se dire qu'on ne va pas trouver des choses probablement à la surface. Pourquoi ? Si on cherche à la surface, il faut se dire, quoi qu'il arrive, qu'on ne va pas être dans une atmosphère identique à la nôtre. L'atmosphère terrestre a énormément changé entre le début de notre vie sur cette planète et l'heure actuelle, et notamment la présence d'oxygène. Elle, c'est un événement biotique, ce sont les organismes vivants qui ont changé la composition atmosphérique de la planète, et donc vous avez eu un événement qu'on appelle la grande oxydation, et qui est à l'origine justement de la nouvelle composition de l'atmosphère sur cette planète. On en vient maintenant aux fossiles. Vous avez, je vous ai fait un petit panel, une petite diapositive avec ce qu'on peut voir. Ici, les plus anciennes traces de vie à l'heure actuelle. Moi, personnellement, je ne suis pas géologue et je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à chacune de ces anciennes formes de vie correspondent un milieu différent et une époque différente. Vous avez par exemple à deux endroits de l'Australie, dans une formation géologique qui s'appelle le craton de Pilbara, trouvé différentes formes de vie, une vieille de 3,465 milliards d'années et une de 3,42 milliards d'années, dans des milieux totalement différents. Ici, des étangs
avec les fameux stromatolites. Les stromatolites, ce sont des bactéries qui existent encore à l'heure actuelle, en tout cas ce sont probablement de très très lointains descendants des stromatolites qui existaient il y a 3,42 milliards d'années, qui sont des organismes photosynthétiques et qui forment une sorte de tapis muqueux sur les roches et qui, en formant ces tapis muqueux, capables d'accumuler des sédiments dessus, eh ben, vont eux-mêmes former des sortes de roches sédimentaires. Et ces concrétions, ici, qu'on appelle des stromatolites, c'est littéralement l'activité biologique qui est à l'origine de la formation de ces roches particulières. Ça, ce sont les stromatolites. Et vous avez ici, dans une structure qu'on assimile à un milieu ressemblant à des geysers, des sortes ici de structures qui ont été analysées, notamment avec de la spectrométrie de masse et différents outils pour pouvoir confirmer que vous aviez certaines molécules qui probablement n'étaient que générées par des organismes vivants. Ici, des sortes de structures qui ressemblent à des colonies de bactéries ou archées, on ne sait pas trop. Enfin, vous avez aussi des vieilles concrétions de roches qui étaient proches, par exemple ici en Afrique du Sud, de roches qui étaient formées près de monts hydrothermaux très très lointains, il y a 3,42 milliards d'années, des structures qui évoquent les archées, etc. Et enfin, ça c'est le résultat le plus controversé à l'heure actuelle, au Canada, il y a des concrétions dans lesquelles on a trouvé des petits tubes, et certaines équipes pensent que ce sont véritablement des bactéries qui auraient formé ces tubes. Et ces bactéries se sont formées dans des roches qui sont vieilles de 4,8 milliards d'années. Okay. Donc je vais passer un tout petit peu maintenant sur les fossiles pour vous évoquer autre chose. Les fossiles, c'était bien, c'était marrant, mais on va passer. Et on va évoquer la piste expérimentale. Parce qu'il y a une autre manière d'aborder le sujet. C'est non pas de se demander à quoi ressemblait le dernier ancêtre commun selon ses gènes ou selon des fossiles qu'on a trouvés, mais en prenant le problème à l'envers, en se disant est-ce qu'on est capable de construire quelque chose en laboratoire qui ressemblerait au dernier ancêtre commun? Et pour pouvoir répondre à cette question, eh ben, on va tout d'abord faire quelque chose que j'aurais dû faire peut-être depuis le début de cette présentation, c'est donner une définition du vivant. Alors, je ne vais pas inventer une définition du vivant. Si vous demandez à un biologiste une définition du vivant, vous aurez une réponse. Si vous en donnez un deuxième, vous aurez une deuxième réponse. En gros, chacun a sa définition du vivant. Donc moi, j'ai préféré celle de la NASA. Je trouve que c'est deux circonstances quand on est dans un festival d'astronomie. C'est un système chimique organisé et autosuffisant, capable d'évoluer. Et encore une fois, je vais citer Darwin. Darwin a fait quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'après avoir fait sa théorie d'évolution, il a entretenu des correspondances avec pas mal de gens, et dans une lettre à Joseph Hooker, le 1er février 1871, il évoquait ici quelque chose d'assez intéressant, je le cite, « Mais si, et oh, quel grand si, nous pouvions concevoir que dans un petit étang chaud, avec toutes sortes d'ammoniac et de sel phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité, etc., un composé protéique était chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes à l'heure actuelle, cette matière serait instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n'aurait pas été le cas avant la formation des créatures vivantes. » Ça veut dire deux choses que je trouve assez fondamentales et qui va clore ma présentation. D'une part, ce que dit vraiment en passant dans une lettre un copain Darwin en février 1871, c'est le départ d'une véritable expérience scientifique qui a été menée par l'expérience de Stanley Miller et Harold Urey, et qui est véritablement de suivre le protocole dans cette lettre et de mettre ça dans des petits tuyaux chimiques, etc., et de vérifier si on peut, en mettant dans des conditions approchant celles de la planète, à l'heure de l'AD1, avec une atmosphère riche en méthane et en CO2, est-ce qu'on est capable d'accumuler des composés organiques? Donc déjà, Darwin a inspiré une expérience fondamentale pour comprendre que, même sans le vivant, eh bien, des composés organiques à l'origine des briques du vivant sont capables de se former spontanément si des conditions sont bonnes pour pouvoir le faire. Et de un. Deuxièmement, ce que je trouve assez fondamental, c'est une question que moi je me suis immédiatement posée, et que si j'avais lu Darwin attentivement, j'aurais eu une réponse pendant mon cursus universitaire, c'est de se demander, mais
pourquoi le vivant n'apparaît pas plus souvent? Pourquoi il y a eu un dernier ancêtre commun, et puis après, plus rien? Pourquoi il n'y a pas eu plusieurs vivants sur notre planète? Et c'est résumé ici, dans la fin de cette citation, c'est sur ces mots-là que je vais finir ma présentation, c'est que le vivant est très 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 fort pour dégommer tout ce qui peut devenir vivant. Nous, s'il y avait du proto-vivant qui apparaissait, on l'utiliserait immédiatement pour pouvoir nous former notre propre matière. On est excessivement bon à justement faire, exploiter ce qui nous permet de nous rester vivants. Alors sur ces bonnes paroles, hop là, j'avais plein de choses à vous raconter, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Et de toute façon, je pense que ça avait été développé. Je vous donne quelques pistes de références bibliographiques, surtout sur la classification phylogénétique, qui est mon terrain d'expertise. Je vous recommande le visionnage d'Espèces d'espèces, qui est un documentaire fascinant sur la classification phylogénétique et qui permet d'aborder la question de Lucas, même si c'est un tout petit peu daté. Et au passage, s'il y a certains de ces aspects qui vous ont intéressé, j'ai publié récemment une BD qui s'appelle L'Odyssée évolutive, et que j'ai vu qui est disponible ici, avec un illustrateur, Max, et dans lequel vous pouvez voir qu'on a évoqué plein de sujets que vous retrouverez. Cet arbre de parenté qui est représenté dans la BD, les cellules eucaryotes dont on se pose des questions, et surtout un arbre ici avec plein d'organismes vivants et dans lesquels on essaie de retrouver notre origine à nous, les humains. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.